Dans cette vidéo, il ne s'agit pas d'interpréter, il ne s'agit pas d'expliquer, il s'agit de présenter des faits. Des faits consignés, des témoignages militaires, au moins un document officiel. Je m'appelle Lorraine Jourdain et vous êtes sur ma chaîne Mystères et Récits. Ici, je raconte des dossiers inexpliqués, documentés et toujours ouverts. Décembre 1980, Angleterre, guerre froide. À cet endroit précis, 2 bases aériennes stratégiques, utilisées par l'armée américaine dans le cadre des accords de défense de l'époque. Dans la nuit du 26 décembre, des militaires en patrouille observent des lumières inhabituelles dans la forêt voisine. Ils pensent d'abord à un incident classique, peut-être un crash. Ils s'approchent et très vite, selon leurs mots, ils ont le sentiment que ce qu'ils voient ne correspond pas à un phénomène ordinaire. Ces témoignages ne viennent pas de civils, ils viennent de militaires en service, chargés de la sécurité d'une base stratégique. Leurs déclarations sont consignées. Certaines sont enregistrées sur le terrain. Un officier supérieur se rendra lui-même sur place. Il rédigera un mémo officiel. Ce document existe. Pourtant, malgré les témoignages, malgré les documents, malgré les enregistrements, l'incident sera considéré comme sans enjeu majeur pour la défense et ne donnera pas lieu à une suite institutionnelle marquante. Aujourd'hui, plus de 40 ans ont passé et ce dossier reste l'un des plus discutés impliquant une base militaire occidentale. Dans cette vidéo, les faits sont repris, nuit après nuit, témoignage après témoignage, sans interprétation, sans conclusion imposée. Une seule question laissée ouverte depuis 1980. Que s'est-il passé réellement dans la forêt de Renlesham? Contexte stratégique. Nous sommes à la fin de 1980, en pleine guerre froide. L'histoire se déroule dans le Suffolk, à l'est de l'Angleterre, à proximité immédiate des 2 bases de la RAF utilisées alors par l'US Air Force, RAF Bentwaters et RAF Woodbridge. Ces sites sont stratégiques. À cette époque, ces bases sont souvent associées à des missions de frappe tactique. Et selon plusieurs sources historiques et témoignages, à certaines périodes, a une capacité liée à l'armement nucléaire. Mais, point important, la présence précise d'armes sur place en décembre 1980 n'est pas un fait confirmé publiquement, dans les documents accessibles et citables sans ambiguïté. Donc, on le présente comme un contexte stratégique, pas comme une certitude. Ce cadre compte pour une raison simple. Ce n'est pas un village isolé. Ce sont des installations militaires sensibles avec des patrouilles, des procédures, des communications radio et une chaîne hiérarchique. La première nuit, 26 décembre 1980. Cette première séquence se déroule dans la nuit vers 3 heures du matin, heure locale, selon les récits militaires présents. Une patrouille de sécurité près de RAF Woodbridge observe des lumières inhabituelles en direction de la forêt de Renlesham à l'extérieur de la base.
Sur le moment, l'hypothèse d'un crash ou d'un appareil en difficulté est évoquée. Une petite équipe entre dans la forêt pour vérifier. Environ 2 semaines plus tard, un mémo officiel daté du 13 janvier 1981 reprend ce qui est rapporté pour cette première nuit. Un objet ou une lumière dans la forêt d'apparence métallique avec des lumières colorées semblant se déplacer entre les arbres. Ensuite, dans les témoignages et récits ultérieurs, les détails varient avec le temps. Certains décrivent surtout des lumières à distance, d'autres évoquent une observation plus proche. Et l'idée de symbole sur l'objet apparaît surtout dans des déclarations tardives qui ne sont pas rapportées de façon identique par tous les témoins. Les témoignages militaires. Le fait que les témoins soient militaires ne rend pas leur perception infaillible, mais cela donne un cadre de service, des horaires, des patrouilles, des procédures et une hiérarchie. Dans cette affaire, il n'y a pas un seul récit. Il existe plusieurs versions par plusieurs témoins à différents moments. Et c'est normal. La mémoire évolue, les mots changent et certains détails peuvent apparaître plus tard, avec les années. Ce qui compte, c'est de repérer les constantes. Dans beaucoup de récits reviennent des lumières, une direction et une impression de distance ou de mouvement. D'autres éléments, en revanche, sont inégaux. Ils apparaissent dans certains récits et pas dans d'autres. C'est notamment le cas de détails précis comme des symboles, souvent évoqués plus tard et jamais rapportés de façon identique par tous. Certains témoignages mentionnent aussi une agitation d'animaux. Ce point reste secondaire et n'est pas uniformément décrit. Dire cela n'affaiblit pas le dossier. Au contraire, cela évite les amalgames et oblige à distinguer ce qui est le mieux établi de ce qui reste fragile. C'est pour cela que la suite s'appuie surtout sur des éléments contemporains, des faits consignés au moment où l'affaire se déroule. La suite va maintenant s'appuyer sur ce qui a été consigné par écrit et enregistré à l'époque. Ce sont ces éléments qui permettent de structurer le dossier, même lorsque les récits divergent sur certains détails. La deuxième nuit est le mémo officiel. À partir d'ici, on s'appuie sur des éléments contemporains, des faits, une bande audio et un mémo écrit. D'abord, l'enregistrement audio. Lors d'une sortie nocturne dans la nuit du 27 au 28 décembre 1980, le lieutenant-colonel Charles Halt enregistre par séquence ce qu'il décrit au fil de l'action sur un enregistreur micro-cassette. Cet enregistrement est connu sous le nom de Halt Tape. Ensuite, le document écrit. Un peu plus de 2 semaines après les faits, Charles Halt rédige un mémo officiel daté du 13 janvier 1981, intitulé Unexplained Lights. Il existe une petite variation dans les dates selon les documents et certains récits. Je m'en tiens ici aux pièces datées telles qu'elles sont. Ce mémo est adressé à la hiérarchie britannique sur place et il sera ensuite connu du Ministry of Defense, ministère de la Défense. Cette page est une pièce centrale pour une raison simple. Elle existe noir sur blanc. Ce mémo ne prouve pas une origine. En revanche, il atteste qu'un événement a été jugé suffisamment notable pour être consigné et transmis dans un cadre officiel. Et il montre aussi la position côté britannique. Avec le recul, le Ministry of Defense a maintenu son jugement qu'il ne s'agissait pas de quelque chose
ayant une importance pour la défense et qu'il n'y avait donc pas de raison d'ouvrir une enquête. Les explications officielles. À ce stade, il faut regarder les explications proposées et leurs limites. Côté britannique, il n'existe pas d'explication unique officiellement imposée sur la nature du phénomène. La position officielle porte surtout sur l'évaluation. L'événement n'a pas été considéré comme présentant un enjeu pour la défense et n'a pas entraîné de suite institutionnelle marquante. Ensuite, plusieurs hypothèses reviennent souvent dans les analyses sceptiques de cette affaire. Première hypothèse, un phénomène astronomique. Cette nuit-là, un bolide, fireball, c'est-à-dire un météore très lumineux et bref a été signalé dans le ciel à une heure compatible avec les premiers récits. Un événement de ce type peut donner l'impression d'une descente ou d'un impact au loin, surtout de nuit, avec un peu de repère et une perception de profondeur incertaine. Deuxième hypothèse, une lumière côtière. Dans la direction du littoral, le phare d'Orford Ness émet un flash régulier. Plusieurs analyses ont proposé qu'une partie des lumières décrites et certains repères de rythme puissent correspondre à ce type de signal vu à distance à travers les arbres. Troisième hypothèse, des étoiles très brillantes près de l'horizon, selon les conditions, brume, humidité, turbulence. Une étoile brillante peut scintiller, changer de teinte et donner une impression de déplacement, notamment lorsqu'elle est observée entre des branches et dans un contexte de tension. Ces hypothèses ont une utilité simple. Elles permettent de tester si une partie des observations peut être expliquée par des causes ordinaires sans ajouter d'éléments non vérifiables. Elles ne sont pas une conclusion. Elles sont un cadre de lecture à garder en tête avant d'aller plus loin. Ce qui ne colle pas. Dans ce dossier, il y a deux choses à tenir ensemble. Ceux qui résistent et ceux qui restent fragiles. Ce qui résiste, c'est qu'un mémo officiel mentionne des éléments matériels sur le terrain. Il parle de 3 dépressions dans le sol et il indique qu'une vérification de radiation a été faite avec des relevés bêta, gamma et des valeurs notées. Ce qui est fragile, c'est l'interprétation de ces éléments. D'abord parce que des dépressions peuvent avoir des causes ordinaires et parce que le mémo à lui seul ne fournit pas un protocole complet de mesure ni une expertise indépendante jointe au document. Ensuite, parce que des relevés de terrain peuvent varier selon l'appareil, la calibration, les conditions et le bruit de fond local, ce qui rend leur signification discutable sans analyse technique détaillée. Enfin, dans les documents publics disponibles, on ne trouve pas de rapport technique officiel détaillé qui vienne confirmer ou infirmer de manière approfondie la portée de ces relevés. Donc ici, la position la plus solide est simple. On peut affirmer que des traces et des mesures ont été rapportées et consignées, mais on ne peut pas les présenter comme une preuve dure d'une origine sans étude indépendante et documentée derrière. Ce que l'on peut affirmer. Nous arrivons au bout de cette affaire. Ce que l'on peut affirmer, sans spéculer, tient en peu de mots. Des militaires ont rapporté des lumières inhabituelles. Une patrouille s'est rendue sur place. Un enregistrement audio de terrain existe et un mémo officiel daté du 13 janvier 1981 a été rédigé. Ensuite, des explications ont été proposées, phénomène
astronomique, phare, étoile, perception de nuit. Certaines de ces hypothèses éclairent une partie du tableau. D'autres laissent encore des zones d'incertitude. Et ici, je veux être très clair. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous propose simplement de regarder les pièces, de garder les limites en tête et de distinguer ce qui est établi de ce qui reste interprété. Mon opinion à moi, c'est que ce dossier ne permet pas une conclusion définitive. Parce que les récits ne sont pas parfaitement homogènes et parce que les pièces disponibles ne suffisent pas à trancher noir sur blanc sur l'origine de ce qui a été vu. Autrement dit, le dossier reste ouvert. Et c'est précisément pour cela qu'il continue de traverser le temps. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelle hypothèse vous semble la plus convaincante? Et quels éléments vous laissent encore des doutes? Je lirai vos avis et je vous répondrai. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux mystères et de nouveaux récits.